Alors, eh bien bonjour à tous et à toutes. Alors, petite visite, je ne sais pas combien de temps on a déjà devant nous. Comment on a c'est prévu. Moi j'avais bloqué 1h30 s'il faut. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire, c'est déjà, vu qu'on a un peu en surplomb, vous présenter grosso modo l'exposition, les grandes étapes de conception et de réalisation d'une exposition, parce que peut-être que c'est des choses qui vous échappent et c'est intéressant de comprendre comment est-ce qu'on développe tout le processus ici à la Cité. Et une fois qu'on aura fait ce petit panorama, on pourra descendre dans l'exposition et je vous expliquerai les différentes thématiques, comment est-ce qu'on a articulé le propos avec Jean et le reste du comité scientifique pour faire tout ce que vous avez sous les yeux. Et ensuite, je ne suis pas fan des visites guidées parce que le parcours est assez grand, il n'y a pas vraiment de linéarité à respecter, donc ce qu'on peut faire, c'est vous laisser le temps de faire le parcours comme vous l'entendez. Et moi, je reste au centre et si vous avez des questions, je serai là. Et sinon, je vous suivrai aussi pour répondre à vos questions pendant le parcours. Enfin bref, on va se débrouiller, mais pas de visite guidée parce que je trouve ça complètement contre-productif et vous savez lire, donc vous êtes assez grand pour vous repérer tout seul dans l'espace, je pense. Voilà. Alors, urgence climatique. Une expo qui fait 2000 m², c'est la plus grosse exposition de la Cité des Sciences et de l'Industrie, et donc consacrée à l'urgence climatique, comme son nom l'indique. Donc un projet qui a démarré il y a environ 3 ans, ouais quasiment, c'était la fin de l'automne 2020, fin de première année du Covid. Et donc Jean a été nommé commissaire scientifique de l'exposition. Je me souviens très bien qu'on s'est rencontré chez toi avec Françoise, qui était la co-commissaire à l'époque, pour échanger sur les premières lignes directrices, ou en tout cas la ligne éditoriale de cette exposition. Alors, si je précise ça, je le dis à chaque fois, Jean, mais j'aime bien le préciser, c'est que du coup Jean est paléoclimatologue, mais si on avait eu un autre ou une autre commissaire d'exposition avec, on va dire, un autre domaine d'expertise, on aurait une exposition totalement différente dans la tonalité par rapport à celle d'aujourd'hui. Donc si on avait eu un ou une écologue, un ou une économiste, un ou une sociologue, ou d'autres domaines qui peuvent se rapprocher du climat, on n'aurait pas eu cette même orientation qu'on a décidé au départ, parce que voilà, c'est ton domaine et qu'on est parti sur cette ligne de comprendre comment est-ce qu'on peut réduire les émissions de gaz à effet de serre pour limiter les impacts du réchauffement climatique, mais également commencer très sérieusement à s'adapter, parce que la limitation c'est bien, mais on est déjà au-delà de ce qu'on pourrait limiter pour en rester à 1,5 degré à la fin du siècle. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises au niveau des chiffres, tel que prévu dans l'accord de Paris de 2015. Et donc voilà, on va être dans une obligation de s'adapter aux effets du réchauffement climatique et voilà, pour pouvoir y faire face. Donc j'aime bien faire cette petite introduction qui montre que si quelqu'un d'autre avait été choisi à ta place, on aurait eu une exposition radicalement différente. Donc 2000 m² à la place de 2 expositions qui étaient à l'époque des transports et des hommes et énergie au pluriel. Donc on avait 2 expos juste en contrebas qu'on a fusionné pour n'en faire plus qu'une, et ces 2 expositions dataient respectivement de 2008 et 2009 ou 2010, et on avait des approches qui étaient très limitées en termes d'engagement climatique. Donc des transports et des hommes, c'était vraiment comment est-ce qu'on va pouvoir surdévelopper les terminaux d'aéroport pour répondre à la demande et développer le commerce aérien, autre chose. Donc voilà, il y a 12-13 ans, donc on avait des façons de voir le sujet tout à fait différentes. On avait un immense... Alors oui, j'y viendrai juste après. Je vais préciser ça dans la petite fiche d'introduction. On avait un énorme A380, enfin une maquette d'A380 qui trônait autour du plateau d'expo. Et donc là-bas, l'exposition énergie qui était vraiment sur la question de qu'est-ce que l'énergie, comment est-ce qu'on l'extrait, comment est-ce qu'on la transforme, comment est-ce qu'on s'en sert. Et avec là aussi un regard pas du tout critique sur les hydrocarbures. Pour répondre à votre question, les expos, alors l'expo Transport et Hommes était financée entre autres par Airbus, peut-être Air France, mais je ne me souviens pas trop, mais en tout cas Airbus, des grands groupes également, mais j'ai oublié les noms, je ne vais pas vous dire des bêtises. Par contre, ce qui était intéressant, c'est que l'expo énergie était financée par Total, entre autres. Il n'y a pas que Total, mais il y avait Engie, enfin c'était encore à l'époque, il y a 15 ans. Engie c'était EDF, non? Je ne dis pas de bêtises. Ouais. Donc on avait voilà, des groupes qui aujourd'hui seraient plutôt malvenus de financer une exposition comme celle-ci. Donc en fait cette exposition n'a été financée par aucune entreprise privée, quelle que soit sa taille, quel que soit son domaine d'expertise ou de fabrication, enfin peu importe, économique. On a coupé court à toute problématique
de liberté de ton, de greenwashing, et également de voir des noms qu'on ne voulait pas spécialement voir dans une exposition sur le climat. Donc on a tranché court, pas de partenariat privé. Par contre, on a des partenariats publics, la mairie de Paris, RTE, ADEME, le ministère de la Transition écologique. Donc là-dessus, on est très transparent et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on revendique, qui est assez rare dans le milieu des expositions de pouvoir se passer comme ça de financement privé. Ce qui n'a pas été sans heurts d'ailleurs par rapport à des habitudes de travail ici. Mais c'était, ma foi, la chose la plus naturelle à faire et la plus logique de ne pas partir dans ce domaine-là. Voilà. Que vous dire de plus sur peut-être l'éco-conception avant de rentrer vraiment dans le parcours de visite? On a voulu faire une exposition la plus éco-conçue possible, c'est-à-dire qu'on est dans une démarche qui est faillible. Bien entendu, on n'a pas pu jouer la carte du 100% éco-conçu, mais en tout cas, on a limité au maximum l'apport de matériaux. Donc vous avez cette structure qui est très légère. On n'a qu'une seule cloison, qui est celle qui est sous nos pieds, vous la verrez tout à l'heure, qui permet de guider les visiteurs vers le centre du parcours d'exposition. Mais en tout cas, pas de matière plastique. Effectivement, on a des câbles, mais ça, les câbles, on ne peut pas s'en passer non plus. Donc on a juste un emploi à minima des matériaux issus des hydrocarbures. Et donc cette structure qui est très légère, très aérienne, qui provient d'une sylviculture raisonnée en massif central, donc ça ne veut pas dire grand-chose, mais ce qui est intéressant de noter, c'est qu'est-ce qui va advenir de cette exposition plus tard. Donc c'est une expo qui est prévue pour 10 ans, c'est une permanente. D'habitude, les expos sont plutôt temporaires, elles durent entre 8 mois, 1 an. Mais là, ça va durer pendant 10 ans. Ça pose d'autres problématiques. La mise à jour, effectivement. La mise à jour, tout à fait. Pas que, c'est une question d'entretien sur des matériaux bois qui ne sont pas souvent utilisés dans les expositions ici. À la Cité, il faut que ce soit pratique parce qu'il y a plusieurs millions de visiteurs par an, principalement des scolaires. Donc il y a beaucoup, on touche beaucoup, ça bidouille beaucoup, ça n'a pas forcément les mains toujours très propres. Et donc il y a un côté ici où on aime bien que les expositions soient faciles à entretenir. Ce qui n'est pas forcément, c'est le cas ici, mais sur des matériaux pour lesquels on va devoir réapprendre la notion du propre. Est-ce que sur quelque chose qui est en bois, qui est durable, on peut avoir la même notion, la même approche de l'entretien et du propre que sur une expo où on a tout qui est fait en stratifié, en médium. On arrive avec du produit chimique, on nettoie, alors que là en fait on nettoie au savon noir avec un petit peu d'eau. Donc on a plein d'éléments qui sont apparus au fur et à mesure de notre réflexion. Et donc dans 10 ans, l'objectif c'est que cette exposition serve de ressourcerie. Aujourd'hui la législation ne le permet pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être un particulier et venir récupérer des matériaux ici. Mais dans 10 ans, on espère que la situation aura un petit peu évolué. Et donc, que ce soit en interne à la Cité ou dans une autre institution, ou que des particuliers comme vous et moi viennent à la fin dans 10 ans pour récupérer des matériaux, ce sera possible. Voilà. En sachant qu'on a une structure qui est reproduite, que chacune des poutres et des traverses et des poteaux fait 12 cm de section. C'est ce qu'on trouve dans le commerce aujourd'hui si vous allez chez Leroy Merlin. Et voilà. Donc, si dans 10 ans vous avez besoin de refaire une cloison chez vous ou un bout de charpente, logiquement, vous pourrez venir vous servir ici. On est parti de l'idée que les gens qui viennent ici, en tout cas, acceptent l'idée qu'il y a un réchauffement climatique qui est lié aux activités humaines. Et voilà, et que donc on peut tout faire pour, je dirais, le maîtriser, le limiter. Donc c'est bien le... Voilà, on n'a pas repris, on aurait pu aussi faire une section climato-scepticisme, on ne l'a pas faite. C'est clair qu'on est parti de cette idée. Voilà, on a quand même la communauté scientifique qui est, à travers les rapports du GIEC ou d'autres rapports assez clairs sur les responsabilités humaines et tout ça. Donc on a repris plus ça que de remettre, il y a toujours du climato-scepticisme et tout. On aurait pu aussi, mais c'était un choix, moi que je ne regrette pas du tout, parce que l'idée c'est aussi de regarder vers les solutions. Voilà, donc c'est un peu cela. Voilà, on va voir comment c'est organisé en bas, mais c'est ça, je ne sais pas si tu veux ajouter là-dessus. Oui, tu parlais du comité scientifique, c'est important de noter, on avait un comité scientifique de 12 personnes, 6 hommes, 6 femmes, avec Jean à la tête du comité scientifique. Et donc on avait entre autres dans le comité François Gémen, Valérie Masson-Desmottes, Lucas Badi, Catherine Larère, Magali Regueza, Jean-Baptiste Lefressos pour la question des énergies, Philippe Bioix pour tout ce qui était low-tech. J'en oublie parce que je n'ai pas donné les 12, mais ça m'échappe. Cécile Renoir. Cécile Renoir, exactement. Attends, qui on va retrouver là, il faut que je rajoute. Attends, allez. Là. Gaël Giraud. Non, pas Gaël. Non, Cécile était là.
On avait hésité au départ. Hein. Ouais. Notre petit problème, c'est que bon, ce comité scientifique, on ne s'est vu qu'une fois en vrai. Non, mais c'est vrai parce que c'était le Covid et ça n'a pas aidé. Hein. C'était en plein Covid et ça. Fait des séances de travail on l'a fait en visio, mais c'est pas pareil. Hein, tu vois, franchement. Donc, mais on a réussi, on s'en est pas trop mal débrouillé de cette affaire. Et donc voilà, donc chacun a apporté son expertise, son regard, sa validation aussi sur des domaines qui nous, en tout cas en tant que... Oui, il y a effectivement des domaines où ni toi ni moi on a d'expertise, Adrien, donc il y avait quand même... Dans chaque domaine, ça a été validé par il n'y a pas de domaine qui n'ait pas été regardé, ou disons, il n'y a pas de référent dans le conseil scientifique, c'est bien l'idée. Hein, donc voilà, donc, a priori, ça... J'espère qu'il n'y a pas de trop grosses bourdes et que ça voilà, c'est ça l'idée, où il y en a. Le comité scientifique a bien fait son travail. Enfin, ceux qui sont venus ont l'air satisfaits en tout cas. Voilà, donc, comme les visiteurs qui pour l'instant ont l'air plutôt satisfaits. Et qui sont les visiteurs? Alors, à la Cité, on a majoritairement un public qui est scolaire. On va gagner 1 milliard de tonnes. Allez, Et enfin, la préparation en cuisine. Ce poisson a été élevé en mer dans les cages. On appelle cela l'aquaculture. D'après l'hydromère, ce type d'élevage impacte la biodiversité de l'île. Alors, en gros là on est vraiment dans le cœur de l'exposition, ce qu'on appelle la table d'orientation, et qui dispatche le visiteur vers les 3 séquences de visite. En fait, comme on a un très gros parcours de 2000 m², on n'allait pas imposer au visiteur un parcours linéaire qui fasse 2000 m², mais en tout cas de suivre un petit chemin sur toute cette surface. Donc on s'est dit qu'en séquençant en 3 l'exposition, c'était comme avoir 3 expositions en une. Donc en fait on peut faire 1, 2 ou 3 séquences dans l'ordre qu'on le souhaite. Il n'y a pas d'impératif. En fait, à chaque séquence, on ressortira avec des éléments de compréhension sur l'urgence climatique, qu'est-ce qu'on peut faire pour y faire face. Donc, à ma gauche, on a la séquence décarbonons, qui explique comment est-ce qu'on peut atteindre la neutralité carbone telle qu'elle est fixée dans les objectifs de l'accord de Paris de 2015. Donc on a choisi 3 thématiques, l'alimentation, les villes et les transports, qui sont les 3 secteurs les plus émetteurs en CO2. Et donc on montre à partir de sculptures de données que vous voyez là déjà poindre le bout de leur nez, le constat de non-soutenabilité, on va dire, des émissions de gaz à effet de serre, pour montrer derrière quelles sont les solutions envisagées en termes d'atténuation, mais également d'adaptation de nos sociétés face à ces 3 enjeux, secteur alimentation, transport et ville, je viens de le dire. Et on s'est appuyé sur les données de l'ADEME. Donc cette séquence est vraiment clairement ancrée sur le territoire français. Donc on montre à quoi pourrait ressembler la France en 2050 en étant décarbonée, en suivant les 4 scénarios ADEME Transition 2050 qui vont du plus sobre au plus technologique. Et chacun de ces scénarios atteint la sobriété, enfin la neutralité, pardon, mais pose des questions sur la faisabilité même de ces scénarios. Mais l'ADEME les a créés aussi pour qu'ils soient critiquables, ces scénarios, donc il n'y a pas d'ambiguïté sur ce sujet-là.
À ma droite, on a la séquence Anticipons qui vient s'enrouler autour du cylindre, qui est la seule structure qu'on a conservée de l'exposition précédente. Donc là, on explique clairement quels sont les effets du réchauffement climatique sur les sociétés humaines et sur la planète. Donc on démarre avec ce globe suspendu qui permet de rentrer dans le détail de 2 des scénarios du GIEC, le scénario à 1,5 qui est en train de devenir de plus en plus hypothétique, et le scénario plus probable malheureusement à 3,5-4 degrés d'ici la fin du cycle. Donc de voir comment est-ce que, en termes de précipitation, d'augmentation des températures et de montée des eaux, le paysage mondial va être impacté par le changement climatique. Et donc derrière, on a différents éléments qui rentrent un peu plus dans le détail sur, par exemple, les submersions marines, sur l'impact sur les forêts, l'impact sur les sociétés humaines aussi, pour voir que déjà dans le monde, on a des témoignages évidents de ce changement climatique, peut-être plus évident encore que nous ici, même si depuis quelques années, on commence à voir les phénomènes qui augmentent en amplitude et en fréquence, pour arriver derrière sur les questions d'énergie-ressources. Voilà, de comprendre comment est-ce qu'aujourd'hui nous ne vivons pas dans une société qui est en transition énergétique, mais dans une société qui est en addition énergétique. On a besoin de plus en plus d'énergie et le renouvelable n'est pas en train de grignoter des parts sur le nucléaire, qui n'a pas grignoté des parts sur le pétrole, qui n'a pas grignoté des parts sur le charbon, et qu'en fait tout ça, ça s'ajoute. Et qu'on a une pyramide, alors à part le léger décroché qu'on observe avec le Covid il y a 3 ans, et qu'en fait cette montagne d'accumulation d'énergie continue à augmenter. Alors la dérivée seconde a enfin changé. Il faut le dire aux gens aussi, parce que sinon, entendu, pardon. La dérivée seconde a changé. C'est-à-dire qu'avant, ça n'accélère plus. Oui. Et il faut le dire, parce que les gens ont l'impression qu'il y a des tas de politiques qui se mettent en place et que ça ne sert à rien. Alors ça n'est pas vrai, ça ne sert pas à rien. C'est simplement que ça n'accélère plus, alors que jusqu'à maintenant, tout accéléré. On a quel recul sur la décélération là, c'est au-delà du Covid. C'est-à-dire 5 ans? Et la marge d'incertitude sur ça, elle est comment? Enfin, là, je ne sais pas te répondre comme ça. Alors, ça a repris. Alors, les chiffres qu'on a dans ce film datent de 2000, que je ne dis pas de bêtises, 20 ou 21, c'est peut-être les derniers chiffres juste après le Covid. Donc, on a ce décroché qu'on observe en 2020. Ça c'est Covid. Ça c'est Covid, mais on constate quand même la reprise en 2021 de la consommation et de la production énergétique. Je te dis ça je sais. Parce qu'à un moment, c'est toujours la même chose. On peut s'asseoir et pleurer, ou on peut se dire il faut agir. Et je pense que c'est extrêmement important de passer le message, agir, c'est utile. Ah oui, d'accord. Oui, agir c'est utile, mais par contre, donner juste l'argument de ce paramètre-là qui... c'est pas juste, je dis simplement, il faut le dire parmi ce paysage de croissance continue. Il faut le dire, parce que sinon, on a l'impression, il y a beaucoup de gens qui disent les COP servent à rien. Ouais. On est d'accord. Oui, d'accord. Non, mais pour autant, les besoins énergétiques continuent d'augmenter. Enfin, on ne peut pas non plus mentir sur le fait que... Non. Mais on peut pas, ok très bien, ça accélère mais moins vite, mais ça accélère, ça augmente quand même. Les besoins énergétiques, ils augmentent essentiellement dans les pays dans lesquels la consommation était très faible. Donc c'était un rattrapage en quelque sorte des pays en développement vis-à-vis des pays développés. Pas que, parce que... essentiellement quand même. Hein. Oui, mais regarde ce qui me marque. Moi je suis d'accord avec Marion, parce que moi, la façon dont je présente les choses, voilà, je raconte. Je dis souvent, quand il y a une vingtaine d'années, quand je faisais des conférences, je parlais des possibilités d'aller vers 4-5 degrés. Et je dis on n'a pas rien fait, puisque maintenant je parlais plutôt qu'on va vers un monde à 3 degrés. Je dis c'est moins mal, je dis pas c'est suffisant. Je dis cet exemple, donc c'est dans l'idée que tu donnes. Donc moi c'est l'exemple, c'est la façon dont je le présente, parce que je le fais très souvent. Moi j'aime bien dire qu'il y a déjà des choses qui sont battues comme tout. Ce qui est intéressant, c'est justement ça. Quand on a commencé à créer cette exposition, on a eu comme mot d'ordre, on va dire, de notre direction, il faut une exposition qui permette de s'engager, de conserver l'espoir, de se dire qu'un monde meilleur est possible. Sauf qu'on marche en permanence sur des œufs, c'est-à-dire que plus le temps passe et moins l'action climatique est forte, plus la marge de manœuvre pour garder espoir est quand même limitée. Et donc on peut pas, on est sur ce double discours de dire ok très bien, aujourd'hui chaque dixième de degré compte, mais pour autant,
on ne connaîtra pas un monde à 1,5 degré à la fin du siècle. Et en fait, on est en permanence dans voilà, c'est presque une contradiction de vouloir conserver. C'est pas simple à dire, parce que la situation n'est pas simple. Exactement. Donc c'est quelque chose qu'on a essayé de mettre en avant, mais en jonglant en permanence avec la réalité des chiffres. Même le GIEC est dans cette même difficulté, en quelque sorte, parce que si c'était inéluctable, il n'y aurait plus besoin de rapport du GIEC. Il suffirait que le GIEC s'arrête et puis on verrait où ça irait. Mais justement, il y a encore besoin à la fois d'observer, bien sûr, mais aussi d'alerter et de dire oui, c'est possible. Regardez, il reste encore une petite fenêtre. C'est le dernier message, non? C'est justement l'objectif de la séquence qui est derrière moi, qui s'appelle Agissons. On the right, the houses are protected by this triple tube. Here, the weather is calm and sunny. There's a light 15 kilometers, that's 10 miles an hour breeze, and average tidal coefficient at high tide and high atmospheric pressure. If you play around with the three settings, wind speed, height of the waves, and atmospheric pressure, you can simulate a climatic event of varying severity, and then see how the different coastal adaptation solutions resist. Please note that these simulations are an accelerated version of reality and do not reflect actual meteorology. Les scientifiques ont ainsi monté un pylône de 35 mètres de haut, caméras et des capteurs qui surplombent toute la forêt sur un rayon de 250 mètres. Ils permettent de mesurer les échanges de gaz, de CO2, de vapeur d'eau et d'énergie entre l'écosystème forestier et l'atmosphère. On dit que les forêts sont des puits de carbone, c'est-à-dire que d'énormes quantités de carbone sont captées dans le bois, les racines et le sol via la photosynthèse des feuilles. Et c'est cette fonction, et également la capture du CO2, qui permet aussi l'émission d'oxygène indispensable à la qualité de l'air que nous respirons. C'est pour cela que nous cherchons à mieux comprendre le fonctionnement des arbres et des forêts, et comment leur action nous aide à lutter contre le réchauffement climatique. Nos connaissances sont basées sur